Bismillah. Carole déclina l'offre du commandant de bord. Elle n'avait besoin de personne pour porter son unique bagage. Un grand sac de cuir, d'ailleurs muni de roulettes. Depuis longtemps qu'elle voyageait en avion, elle avait appris à se méfier des complications liées à ses nombreux départs. Toujours imprévus. Elle regarda sa montre et grimaça. Ah, s'il n'y avait pas eu cette panne en Alaska. Le voyage avait pourtant bien commencé, pas d'attente à la douane. Décollage de Tokyo à l'heure prévue. Et puis soudain, cette escale inattendue, interminable, à Anchorage, à cause de mystérieux problèmes affectant l'un des moteurs du monstre volant. Sans ce stupide incident technique, songeait Carole, je n'aurais pas raté ma correspondance et je serais déjà sur le chemin du retour. Elle ne put réprimer un bâillement. En cet instant, elle n'aspirait plus qu'à une seule chose, rentrer chez elle et dormir au plus vite, afin de se remettre des fatigues de ce long voyage. Mais elle savait bien que ce désir était doublement utopique, car même en supposant qu'elle ait pu se transporter sur l'heure dans son appartement, il lui aurait d'abord fallu ouvrir le courrier accumulé durant ces 2 semaines d'absence, et répondre au téléphone qui n'aurait pas manqué de sonner. Un appel de Frank, bien sûr, par une sorte de sixième sens, il devinait toujours l'endroit où elle se trouvait. Cette fois-ci, il aurait exigé un rapport immédiat sur son voyage au Japon. Voilà ce qu'en gagnait à être la plus proche collaboratrice de son grand frère. Et si je réservais une chambre d'hôtel ici même, pensa-t-elle, je pourrais me reposer 2 jours et rentrer ensuite chez moi. Elle repoussa néanmoins cette idée tentante et se dirigea vers le comptoir de la compagnie aérienne, dans l'espoir d'obtenir une place sur le prochain vol pour Chicago. Une voix impersonnelle résonna soudain dans le haut-parleur de l'aéroport. Votre attention, s'il vous plaît, on demande Madame Carole Latimer au téléphone. Je répète, on demande Madame Carole Latimer. Comme s'il ne pouvait pas attendre que je sois rentré à la maison, maugréa Carole en décrochant le téléphone intérieur d'une cabine proche. La voix de la standardiste avait perdu sa perfection glacée. Ah bonjour, Madame Latimer, dit-elle. Cela fait des heures que nous vous cherchons. Désolé, j'étais bloqué à Anchorage, je ne risquais pas de vous entendre. Carole n'eut pas besoin de noter le numéro de téléphone qu'on lui indiqua. Elle le connaissait par cœur. C'était celui de la ligne privée de Frank, à son bureau. À l'autre bout du fil, la sonnerie du téléphone eut à peine le temps de retentir. Allô? Quelle rapidité, s'exclama Carole. À croire que tu montais la garde près du poste, dans l'attente de mon appel. Où diable, allez, là n'étais-tu passé? En percevant de l'anxiété dans la voix de son frère, Carole imagina soudain son bureau, brassant nerveusement quelques dossiers, comme il en avait l'habitude. Elle comprit aussi qu'il s'était inquiété à son sujet, et cette pensée lui réchauffa le cœur. Nous avons eu un problème de moteur à l'escale d'Anchorage, précisa-t-elle. Tu aurais pu te renseigner auprès de la compagnie aérienne. Qu'est-il arrivé à ce moteur? Comment veux-tu que je le sache? Tu sais bien qu'on n'informe jamais les passagers sur ce genre de problème technique. Il se peut que les mécaniciens de Tokyo aient oublié de changer les bougies ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de bougies sur les jets. De toute façon, quelle importance? Ne me dis pas que tu m'as fait rechercher dans tout l'aéroport pour le seul plaisir de discuter avec moi des équipements aéronautiques. Pas vraiment, non. Tu me rassures. Mais si tu veux un rapport complet sur mon voyage au Japon, je préférerais que tu patientes jusqu'à demain. D'accord. Bien, comme j'ai raté ma correspondance, je vais rester ici cette nuit. Et demain matin, je repars pour Chicago. Ça te convient? Pas tout à fait. J'ai besoin de toi demain matin à Kansas City. Frank, c'est une plaisanterie. Hélas, non. Max Townsend vient de passer 2 semaines dans notre magasin de Kansas City. Il y a élucidé certains problèmes, mais demande, avant de boucler son rapport, que l'un de nous deux aille sur place. S'il se trouve là depuis 2 semaines, il n'en est plus à un jour près. Max affirme que l'affaire est trop grave pour supporter le moindre retard. Alors, pourquoi ne pas le faire venir à Chicago? Parce que c'est seulement sur place qu'il peut apporter les preuves de son investigation. Écoute, Frank, Max Townsend est ton protégé, pas le mien. Je refuse d'interférer dans vos relations privilégiées. Débrouille-toi avec lui. Mais Carole, tu es toujours la vice-présidente de notre firme, que je sache. Et de plus, tu m'es redevable de certaines choses, ne l'oublie pas. Le ton de Frank s'était imperceptiblement durci.
Carole, irritée par l'intransigeance de son frère, eut un instant la tentation de raccrocher et de les planter là, lui et son magasin de Kansas City. Mais elle se rappela que Frank, en certaines circonstances, s'était montré le meilleur des frères et qu'elle lui devait effectivement beaucoup. Était-ce une raison? Cependant, pour qu'il lui impose cette fatigue supplémentaire, elle avait tellement envie de dormir. Cette histoire ne peut vraiment pas attendre, gémit-elle. Max dit que non. Max dit ceci, Max dit cela. Dois-je comprendre, mon cher frère, que tu t'es déchargé de toutes tes responsabilités et que c'est Max, à présent, qui dirige la Tyler Royal? Max sait de quoi il parle, Carole. Vraiment. Il n'a jamais dirigé un grand magasin que je sache. N'empêche qu'il a réglé le problème qui se posait à Lake Forest. Un coup de chance, mon cher frère, rien de plus. D'ailleurs, on ne peut en aucune façon comparer le magasin de Lake Forest avec celui de Kansas City. Ce dernier fonctionne depuis 6 mois seulement. Les problèmes, s'il y en a, ne doivent pas être bien sérieux et n'exigent sûrement pas qu'on fasse appel à un expert. Max n'est pas un expert, mais un conseiller en organisation, l'un des plus compétents que je connaisse. Frank resta un moment silencieux, puis ajouta d'une voix qu'il s'efforçait d'adoucir: « Je sais parfaitement ce que tu penses de Max, Carole. Il ne s'agit pas de Max en particulier, c'est la fonction qui m'agace. Tous ces prétendus experts et ces soi-disant conseillers. Je connais ta position, c'est pourquoi je ne t'ai jamais demandé jusqu'ici de travailler avec Max. Si j'insiste aujourd'hui, c'est qu'il m'est impossible d'aller moi-même à Kansas City. Dans les 10 jours qui viennent, je suis tenu de rester à Chicago. Ah non, Caro, s'il te plaît. » Frank venait d'utiliser la vieille recette Caro, s'il te plaît. La formule remontait à leur enfance et Carole n'y avait jamais résisté. « Bon, dit-elle avec irritation, je vais voir si je peux partir demain par le premier vol. »« Inutile, je t'ai déjà réservé une place. Il y a un vol direct pour Kansas City qui décolle dans moins d'1 heure. »« Oh non, Frank, ne me dis pas que tu as fait ça, moi qui meurs de fatigue. Je t'ai répété 100 fois d'apprendre à dormir dans les avions. J'aurais dû m'en douter, quand on m'a appelé dans l'aéroport, que tu me préparais un coup de ce genre. Après tout, Carole, nous ne sommes qu'au milieu de l'après-midi. Parle pour ton compte, mon cher frère. Moi, je suis encore à l'heure de Tokyo, et de plus, j'ai attendu 8 heures à Anchorage avant qu'ils réparent enfin ce fichu moteur. Ils ont peut-être changé l'huile. Qu'ils aient rajouté de l'huile ou de la sauce tomate, peu importe. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que j'ai eu ma dose de fatigue jusqu'à demain. Tu veux dire jusqu'à hier? Non, enfin, peut-être, je n'ai jamais rien compris au fuseau horaire. En tout cas, je n'irai pas à Kansas City aujourd'hui. Il le faut. Max veut te voir demain, à la première heure. Max le Magnifique attendra. Je te rappelle, chère Carole, que tu ne l'as jamais rencontré. Certes, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui et ce que j'en sais ne m'impressionne nullement. Écoute, Frank, si tu veux quelqu'un demain matin à Kansas City, vas-y toi-même et bon voyage. » Dans un geste de rage, elle raccrocha. Mais elle ne quitta pas la cabine téléphonique car elle regrettait déjà son mouvement de colère. Sachant très bien que si elle persistait dans son refus, Frank serait obligé d'aller lui-même à Kansas City. Soudain, Carole se rappela que son frère avait une excellente raison de ne pas vouloir se déplacer pour le moment. Sa femme était sur le point de mettre au monde leur premier enfant. Par délicatesse, Frank avait évité d'invoquer cette raison, mais pour Carole, il s'agissait là d'un argument décisif. Son frère avait toujours été très bon pour elle. Durant les mois difficiles qui avaient suivi la mort de son mari, c'est lui qui l'avait épaulée, rassurée, consolée. Aujourd'hui qu'il avait à son tour besoin d'elle, pouvait-elle se dérober et l'empêcher d'être à côté de sa femme au moment de l'accouchement? Avec un soupir de résignation, elle décrocha le téléphone et se dépêcha de composer le numéro de Frank. « D'accord, dit-elle. Tu as gagné, ou dois-je retirer mon billet pour Kansas City ?» Un taxi conduisit Carole de l'aéroport au centre de la ville. Sur l'autoroute, c'était l'heure d'affluence et les voitures roulaient cependant à une allure folle. Carole interrogea le chauffeur. « Est-ce qu'il y a toujours autant de circulation à Kansas City ?» « Habituellement, non. Mais en ce moment, il y a un congrès, donc beaucoup plus de mouvement qu'à l'ordinaire. Ah, c'est touriste. » La voiture qui les précédait ralentit brusquement et le chauffeur, en maugréant, freina et changea de voie. « À quel hôtel descendez-vous » demanda-t-il, souriant à Carole dans le rétroviseur. « Au Henry VIII, près du Plaza Country Club. »« Je vois, c'est l'hôtel qui a un drôle de slogan. »
Oui, descendez au Henri VIII et menez la vie de château. Pas mal trouvé. Vous êtes venu pour le congrès? Non, pour affaires. À cet instant, le chauffeur effectua un virage si brutal que la jeune femme dut se retenir à la coudoir. Il venait de quitter l'autoroute et roulait vers le centre-ville. Pourriez-vous faire un détour par le Plaza Country Club demanda Carol. Avec plaisir. Vous voulez que je fasse le tour complet du centre commercial? Pas la peine. J'aimerais simplement passer devant le magasin de la Tyler Royal. Vous travaillez pour eux, peut-être? Oui. Oh. Carol perçut une nuance de regret dans le ton du chauffeur. La circulation continuait d'être très dense et il se concentra quelques instants sur la conduite avant d'ajouter. Quel dommage! Interloquée, Carol s'apprêtait à demander des explications quand elle aperçut le magasin de la Tyler Royal. C'était un immeuble de 3 étages et de dimensions assez modestes par rapport aux normes habituelles des grands magasins. Le bâtiment, construit en briques de couleur ocre, était orné, comme tous les autres bâtiments du centre commercial, d'une frise de mosaïque et il présentait le même aspect qu'au printemps dernier, lors de son inauguration officielle. Des clients allaient et venaient devant les vitrines, certains entrant, d'autres sortant. La situation, vue de l'extérieur, semblait donc tout à fait normale. Alors pourquoi cette réflexion du chauffeur? Que vouliez-vous dire tout à l'heure par ce « quel dommage » demanda-t-elle. Quel dommage que ce magasin ne marche pas bien, placé comme il l'est. Dans un crissement de pneus, le taxi stoppa devant l'entrée de l'hôtel. Voici le Henri VIII. Son Altesse est arrivée à destination, dit le chauffeur, riant de sa plaisanterie. Carol aurait aimé lui demander pourquoi il portait ce jugement négatif sur le magasin de la Tyler Royal. Mais elle se retint. Après tout, qu'est-ce qu'un chauffeur de taxi pouvait savoir sur la bonne ou mauvaise marche d'un grand magasin? Pensive, Carol traversa le hall de l'hôtel. Poutres, boiseries et pierres apparentes reconstituaient fidèlement le décor d'un château. Seul un coup d'œil d'expert aurait su déceler que les poutres étaient en plastique et les pierres des moulages en plâtre. Une grande animation régnait à la réception et Carol attendit patiemment son tour. Par bonheur, depuis l'ouverture du magasin, la Tyler Royal avait pris la précaution de réserver en permanence une suite au Henri VIII. Elle était destinée aux directeurs en visite ou à des personnalités travaillant avec la société, des gens tels que Max Towson. La seule évocation de celui-ci irritait de nouveau Carol. Et si par hasard il occupait la suite, dans une ville bandée par l'afflux des congressistes, cela n'aurait rien d'étonnant. Dans ce cas, où trouverait-elle à se loger? Avez-vous une réservation, madame? Lui demanda la réceptionniste avec un grand sourire. En quelque sorte, je suis Carol Latimer de la Tyler Royal. Ah oui, auriez-vous l'amabilité de signer cette fiche afin que le standard puisse vous passer directement vos communications téléphoniques? Personne n'occupe actuellement la suite, demanda Carol avec une pointe d'angoisse. Personne, madame. Les clés sont au tableau. Dieu merci, pensa Carol, qui se crut obligée d'expliquer ses inquiétudes à la réceptionniste. Vous savez, notre équipe de direction va et vient sans arrêt, et je risque parfois de trouver quelqu'un dans les chambres que nous louons à l'année. Je comprends, madame, répondit machinalement l'employé, dont l'attention s'était déjà portée ailleurs. Le groom accompagna Carol dans l'ascenseur et la conduisit jusqu'à la suite. C'était un petit appartement qui comprenait un salon, une chambre, une kitchenette et une salle de bain. Le groom déposa les bagages, ouvrit les doubles rideaux, vérifia le bon fonctionnement des lampes électriques, puis disparut après avoir empoché son pourboire. Carol ôta ses chaussures et s'étira, savourant le bonheur d'être enfin seule dans une chambre. À moins que Max ne soit dissimulé dans une armoire, me voilà tranquille pour la soirée, songea-t-elle. Max devait avoir réservé une chambre dans un hôtel plus luxueux que le Henri VIII. Celui-ci, s'il avait l'avantage d'être situé près du magasin, n'était pas l'établissement le plus réputé de la ville. Oh, et puis en voilà assez de Max, se dit-elle. Demain matin, il serait bien temps de penser à lui. Ce soir, elle ne devait plus songer qu'à se reposer. Debout, au milieu de la chambre, elle inspecta les lieux. Encore des murs anonymes, un lit non familier, une douche qui marchait mal, un plateau repas insipide. Elle soupira, pensant à son petit appartement douillet de Chicago. Là, au moins, elle aurait pu goûter à un vrai repas. Elle quitta son tailleur infroissable spécialement conçu pour le voyage, et après une bonne douche, s'installa devant la télévision.
picorant sans appétit le dîner qui lui avait été servi. Elle essaya de s'intéresser aux nouvelles du journal télévisé, mais son esprit fatigué ne retenait rien, et elle décida finalement d'aller se coucher. Entre les draps blancs et frais de ce lit étranger, elle eut encore le temps de songer que si la Tyler Royal continuait à louer cette suite à l'année, il conviendrait d'y apporter quelques améliorations, changer la moquette, enrichir le mobilier, suspendre de jolis tableaux. L'instant d'après, il était à peine 8 heures du soir, Carole Latimer avait déjà sombré dans un sommeil sans rêve. Mais ce fut un cauchemar qui la réveilla quelques heures plus tard. Une lumière violente éclairait la chambre et elle se dressa sur son séant, plus morte que vive. Un homme se trouvait en face d'elle, la main encore posée sur l'interrupteur. Il paraissait aussi surpris qu'elle, mais retrouva rapidement son sourire et déclara d'une voix calme et légèrement ironique: « Frank m'avait promis toutes sortes d'arguments si je me chargeais de ce travail, mais j'étais loin d'imaginer que sa bienveillance irait jusque-là. » Tout en parlant, il promenait un regard appréciateur sur l'anatomie de la dormeuse, mal dissimulée par une légère chemise de nuit de dentelle. Dans un geste de pudeur offensée, Carole ramena le drap jusqu'à son menton. Ainsi donc, elle se trouvait enfin face au fameux Max Towson. On ne pouvait nier qu'il soit séduisant, à condition bien entendu d'aimer ce type d'homme, brun, arrogant et sûr de lui. Carole décida de mettre les choses au point. « Je vois, monsieur Towson, qu'une précision s'impose. Je ne suis pas venu à Kansas City pour vous servir de playmate. Vraiment, vous possédez pourtant toutes les qualités requises. » Il avançait lentement vers le lit, les yeux brillants, et dire, soupira Carole, qu'il s'agissait du précieux conseiller de son frère, l'homme dont les avis surpassaient ceux de tous les autres. Eh bien, elle allait changer tout ça. Elle raconterait à Frank l'intrusion de cette nuit, et l'on verrait alors si M. Towson réussirait à conserver son prestige. Pour le moment, il fallait en finir au plus vite avec cette situation ridicule. Si je ne me trompe, cher monsieur, vous avez réclamé la présence à Kansas City d'un membre de la direction générale. C'est pourquoi j'ai débarqué ici de toute urgence. Cependant, je suppose que vous m'accordiez quand même le droit de dormir. Je vais donc vous prier de quitter cette chambre, si vous le voulez bien. Nous nous verrons demain matin au magasin. Bonne nuit, monsieur Towson. L'homme ne sembla nullement impressionné par le discours de Carole. Au contraire, il continua de s'approcher du lit. De plus en plus mal à l'aise, la jeune femme se demanda si elle ne devait pas décrocher le téléphone pour appeler la réception. Mais elle n'eut pas le loisir de s'interroger davantage. Max, en effet, s'était dirigé vers la fenêtre et d'un geste sec ouvrit le double rideau. Un flot de soleil inonda la moquette vert sombre et Max déclara, avec son plus délicieux sourire: « Comme vous pouvez le constater, mademoiselle, c'est déjà le matin. » « Oh non, gémit Carole, quelle heure est-il? Presque 10 heures. » Ainsi donc, elle avait dormi 14 heures. Cela lui paraissait impossible. Elle se sentait encore tellement fatiguée, mais le soleil, déjà haut dans le ciel, donnait hélas raison à Max Towson. « Excusez-moi, dit-elle, il n'est pas dans mes habitudes d'oublier l'heure du réveil. » Max s'assit sans façon sur le bord du lit et lui jeta un regard incrédule. « Pour quelqu'un à qui cela n'arrive jamais, vous avez joué le rôle à la perfection. » Quelle agressivité, pensa-t-elle. S'il veut la guerre, il l'aura. Pourrais-je connaître votre nom demanda Max. Si cela ne vous dérange pas, répondit-elle sèchement. Si je me présenterai à vous au magasin d'ici 1 heure dans l'intervalle. Elle s'aperçut que Max ne l'écoutait plus. Il avait ôté sa veste et, très décontracté, s'emparait du téléphone en déclarant d'une voix suave: « Pendant que vous vous habillez, je vais commander le petit déjeuner. Des œufs au bacon, cela vous convient-il » Carole n'éprouvait pas le moindre envie de partager son petit déjeuner avec cet individu. « Si vous avez faim, répondit-elle, pourquoi ne descendez-vous pas au restaurant de l'hôtel? Parce que, à peine aurais-je quitté cette chambre, que vous retomberez dans le bras de Morphée. À propos, mademoiselle, comment vous y prenez-vous pour conserver votre travail si vous n'êtes même pas capable de vous réveiller le matin ?» Carole ne répondit pas. Il était inutile d'attendre une quelconque compréhension de la part d'un personnage aussi arrogant. La fatigue inhérente au décalage horaire devait sûrement lui paraître un pur produit de l'imagination. La jeune femme aurait aimé se lever, mais elle était gênée de le faire en présence de cet étranger, avec une chemise de nuit aussi transparente. Max Towson, hélas, ne faisait pas mine de s'en aller.
Après tout, pensa Carole pour se donner du courage, j'ai déjà été mariée. Il me suffit d'imaginer que l'homme assis au pied de mon lit s'appelle Charles. Charles était le défunt mari de Carole, mais le souvenir de celui-ci et les images cauchemardesques de leur brave union n'étaient pas de nature à ramener le calme dans l'esprit de Carole. Aussi chassa-t-elle bien vite cette évocation de sa vie matrimoniale et, revenant à la réalité, décida bravement d'ignorer le regard de Max. Charmant, dit celui-ci, dès qu'elle eut rejeté les couvertures. Elle traversa dignement la pièce tout en lui jetant de biais un coup d'œil assassin, puis s'enferma dans la salle de bain. Une fois douchée, coiffée, maquillée, elle se sentit un peu moins fatiguée et capable d'affronter enfin Max Towson. Il l'attendait dans le salon, occupé à lire le Kansas City Times. Quand il la vit sortir de la salle de bain, en tailleur bleu ciel, il l'enveloppa d'un long regard approbateur, puis se replongea dans la lecture de son journal. « Ne vous dérangez surtout pas pour moi, dit Carole avec aigreur. Désolé, répondit Max en souriant. Habituellement, lorsque je prends mon petit déjeuner avec une femme, nous en sommes à un tel degré d'intimité que les formalités ne riment plus à rien. Quelle suffisance, pesta Carole intérieurement. Tout à fait le genre d'homme que je déteste. Une tasse de café proposa Max. Rien de tel pour réveiller et mettre de mon humeur. Je suis bien réveillé. Tiens, alors il faut aussi manger quelque chose. Non merci, un café me suffira. Permettez-moi d'insister. Joignant le geste à la parole, il lui tendit une portion d'œuf au bacon qu'elle repoussa. Je ne mange jamais le matin, dit-elle. C'est parce que vous vous réveillez trop tard, au fait. Quelles sont vos fonctions exactes à la Tyler Royal, mademoiselle? Comment déjà? Mon nom est Latimer, et n'ayez pas d'inquiétude au sujet de mes compétences, je suis parfaitement qualifié pour juger du bien fondé de votre rapport. À propos, où est-il? Encore dans ma tête, car je préfère vous donner oralement mes premières conclusions. Désolé, mais je n'ai pas l'habitude de travailler ainsi. Faites-moi donc au plus vite votre rapport écrit. Quand vous entendrez mes conclusions, mademoiselle, vous comprendrez pourquoi une trace écrite n'est pas souhaitable. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. À propos, je suis Madame Latimer. Le bacon grillé sentait délicieusement bon et Carole, sans même y penser, dévora le contenu de son assiette. Max, assis en face d'elle, jouait pensivement avec sa petite cuillère. Soudain, une lueur de malice éclaira ses yeux noirs. « J'y suis !» s'exclama-t-il. « Vous êtes la sœur de Frank, la veuve joyeuse. » Que je sois ou non la sœur de Frank ne change pas grand-chose à nos relations professionnelles. Oh, mais si, figurez-vous que je me demandais depuis un bon moment par quelle aberration Frank avait pu placer une personne telle que vous à la direction de sa société. J'allais jusqu'à le soupçonner de s'être laissé séduire par votre beauté, mais puisque vous êtes sa sœur, tout s'explique. Mais avait parlé avec l'intention évidente de la blesser. Mais Carole ne voulait pas lui faire le plaisir de paraître outragée, et elle répondit d'une voix calme et glacée. « Je constate, monsieur Towson, que nous avons au moins un point commun, la piètre opinion que nous avons l'un de l'autre. Malheureusement, nous sommes contraints de travailler ensemble, et il serait préférable, si nous voulons résoudre les problèmes du magasin, de simuler aux yeux du personnel une entente parfaite. C'est pourquoi j'aimerais qu'à l'avenir, vous me fassiez grâce de vos remarques perfides. » Elle reposa sèchement sa tasse de café et poursuivit. « J'ignore, monsieur Towson, qui vous a donné l'idée que c'était à vous de réorganiser le magasin. Cela n'est pas dans votre mission, laquelle consiste à faire à la direction de la Tyler Royal un rapport. Un point, c'est tout. Ensuite, nous prendrons les décisions qui s'imposent. Nous avons sur place un directeur qui est parfaitement capable de s'acquitter de cette tâche. » Comme s'il n'accordait aucune attention au discours de Carole, Max rassembla soigneusement les différentes feuilles du journal et les remit en ordre. Puis il se leva. « Merci pour cet excellent petit déjeuner, dit-il. Que voulez-vous dire? N'est-ce pas clair? Vous avez eu l'amabilité de m'inviter à partager votre collation matinale, et maintenant je vais pouvoir dire à Frank combien j'ai été ravi de faire votre connaissance. Où allez-vous? Je retourne de ce pas à mon bureau, d'où j'appellerai Frank afin de lui demander qu'il m'envoie un interlocuteur valable. C'est une plaisanterie. Vous ne m'avez même pas encore remis votre rapport. À quoi bon, puisque vous avez déjà décidé de ne pas en tenir compte? Je n'ai jamais dit cela, mais je refuse de m'alarmer si c'est cela qui vous vexe.
D'ailleurs, si vos conclusions étaient si graves, vous les auriez déjà couchées sur le papier. Croyez-vous? Dois-je vous répéter que ce rapport sera sans objet tant que vous n'aurez pas observé par vous-même ce qui se passe au magasin? Il la regarda avec une exaspération mal dissimulée. Venez, dit-il enfin, je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Encore une perte de temps, songea Carole, qui se promettait de téléphoner à Frank dès que possible. Les observations de Max n'avaient sûrement pas un grand intérêt. Mais puisqu'elle avait pris la peine de venir jusqu'ici, autant les vérifier tout de suite, quitte à faire ensuite un rapport circonstancié sur les élucubrations du fameux Max. Allons-y, dit Carole en prenant son sac à main. Mais dites-moi, je suppose que le directeur du magasin est au courant de ce que vous avez trouvé. Frank ne vous a pas averti. Nous travaillons ici incognito. À l'insu du directeur, vous voulez dire que Peter Ward ignore que vous enquêtez dans son magasin? Absolument. Moins il y a de gens au courant, plus on diminue les risques de fuite. Une enquête clandestine permet en outre d'observer la vie habituelle du magasin, au lieu de le voir seulement sous son visage des grands jours. Un magasin de la Tyler Royal n'a pas de petits jours. Max restait silencieux, mais il lui jeta un regard de commisération. Ils étaient arrivés devant une petite voiture de sport de couleur noire, dont Max ouvrit galamment la portière. Qui vous a fourni les informations financières sur les ventes du magasin? Demanda Carole. Frank, bien sûr. Il m'a envoyé les derniers bilans. Je n'arrive pas à croire que Frank ait pu envoyer un espion dans le dos de Peter. L'idée ne vient pas de Frank, mais de moi. C'était la condition sine qua non pour que j'accepte ce travail. Mais je ne me sens pas espion pour autant. Et en plus, il a bonne conscience, pensa Carole, qui se réfugia dans un silence hautain jusqu'à ce qu'ils atteignent la zone très animée du Plaza Country Club. Quand elle aperçut les bâtiments caractéristiques du centre commercial, Carole repensa à Peter Ward. C'est un de nos meilleurs directeurs, dit-elle à Max. Je ne puis accepter décidément qu'on le tienne dans l'ignorance de cette enquête. Êtes-vous toujours aussi intraitable? Dit Max d'un air narquois. Je suppose que vous allez maintenant courir chez Peter Ward et tout lui révéler. Pas exactement, mais je vais lui dire pourquoi je suis ici. Bien, toutefois, avant que vous n'accomplissiez cette belle action, pouvez-vous m'accorder encore quelques minutes de votre précieux temps? Est-ce vraiment nécessaire? Soupira Carole d'un air excédé. Max venait de garer la petite voiture sur le parking situé en face du magasin de la Tyler Royal. Il se tourna vers Carole et, la regardant droit dans les yeux, lui parla d'une voix sèche. J'implore votre attention pleine et entière durant 10 petites minutes. Si au bout de ce laps de temps, je ne vous ai pas persuadé que le magasin est en train de couler, vous pourrez aller voir Peter Ward et moi j'appellerai Frank pour lui annoncer que je renonce à cette mission. La situation est-elle aussi grave que cela? Qu'est-ce que vous imaginiez? Que je cherchais un prétexte pour jouir un peu plus longtemps de votre charmante compagnie? Carole ignora superbement cette dernière pique. Elle ne voulait penser qu'à la Tyler Royal. C'était dans l'intérêt de la société qu'elle avait consenti à se déplacer jusqu'ici. Et personne, surtout pas un idiot prétentieux comme Max Townsend, ne la détournerait de son devoir. D'accord, dit-elle, vous avez 10 minutes pour me convaincre.